Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Vibration culturelle à la rencontre des arts et de la culture sur Radio Grand Lac. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur Radio Grand Lac dans cette toute première émission intitulée Vibration culturelle. Nous sommes ensemble pendant une petite heure et j'ai l'immense bonheur d'être aujourd'hui aux côtés de Guy Rosset qui va animer cette émission. Bonjour Guy, comment vas-tu ? Bonjour Sophie, ça va très bien et toi, je suppose que oui. Très très bien avec ce beau soleil. Immense plaisir d'être sur cette antenne et d'être avec toi. Moi je vous parlerai plutôt de théâtre, de poésie, de littérature, tout ce qui est musique, lyrique, chanson, danse, pourquoi pas. Te sont confiés, chère Sophie, nous alternerons donc les numéros de vibration culturelle à raison de 2 par mois, et nous aurons aussi, on peut déjà l'annoncer, des invités liés au monde des arts et de la culture. Exactement, avec grand bonheur Guy. Alors aujourd'hui, et parce que la saison s'y prête, j'oserais même dire le climat aussi s'y prête, je vous convie, et je te convie, chère Sophie, à une balade en étonnante compagnie. En effet, pour faire une promenade autour du lac, il suffit de prendre pour guide des écrivains que notre grande nappe d'eau bleue a inspiré, voire même qu'elle a fasciné. Alors, pour beaucoup d'entre nous, on passe dans un sens, dans l'autre, au bord de ce lac, et puis peut-être qu'on a perdu l'habitude ou le plaisir de le regarder. Il change selon les saisons, voilà, selon la météo. Et c'est une façon bien originale que tu nous proposes de découvrir ce lac. Finalement, c'est une redécouverte. C'est une redécouverte parce que on parle beaucoup de Lamartine, on en parlera un petit peu dans ces balades, mais on oublie un petit peu que la plupart des grands noms de la littérature du 19e se sont inspirés ou sont venus au bord du lac. Alors c'est vrai que 19e, voilà, il y avait la ligne ferroviaire, PLM, il y avait les gens venaient déjà pour prendre les eaux. Alors nous on va prendre les eaux, mais ça va être celle du lac pour ce matin. Et nous allons démarrer d'Aix-les-Bains, chère Sophie, et puis nous allons faire le tour du lac, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parfait. Et nous allons aller au Grand Port, puis à Saint-Innocent, et puis nous allons aller jusqu'à Hautecombe, et puis on reviendra sur Bourdeaux, sur le Bourget. On parlera aussi de la Dent du Chat, parce que le lac sans la Dent du Chat, il manquerait quand même quelque chose. Et puis nous reviendrons effectivement sur Aix, en passant par Tresserre et en parlant de Lamartine. Un joli voyage à la fois patrimonial, nature et littéraire. Je suis tout oui. Alors, partons, si tu le veux bien, pour débuter avec Alexandre Dumas, celui dont Cocteau disait qu'il était le maître du plus vrai que le vrai. Alexandre Dumas, nous allons le retrouver à Aix-les-Bains, place Carnot, et nous allons aller au Grand Port avec lui. Alors, en 1832, une épidémie de choléra fait beaucoup de mal à Paris. Dumas a failli en être lui-même victime. Il n'y échappe pas que de justesse, grâce, figure-toi, à un flacon d'éther qu'il avala fort opportunément. Pour se remettre, son médecin l'envoya faire un séjour en Suisse d'abord, et puis dans les Alpes. Le voilà donc parti, et c'est en pleine saison qu'il débarque en Savoie. Gabriel Pérouse le décrit ainsi: c'est un joyeux compagnon de voyage que ce gaillard solide aux bons grands yeux rieurs qui vous font rire vous-même rien qu'en vous regardant. Alors sur sa tête une toison, mais dans sa tête une imagination endiablée. Drames et comédies, contes et nouvelles, romans de toute espèce, cet homme-là touche à tout, ne doute de rien et réussit toujours. C'est une célébrité vivante. C'est le plus populaire de nos écrivains et il est tellement populaire, il est tellement vivant qu'il fait partie de ces auteurs qui sont constamment mis au cinéma, c'est-à-dire que ses romans et voilà. Également dans l'opéra. Également dans l'opéra. Alors,
les 3 auberges d'Aix, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais les 3 auberges d'Aix et Cry-du-Mas étaient pleines à regorger. Effectivement, le choléra dont je parlais à l'instant, il y avait amené une foule de poltrons, et puis la situation politique de Paris, en 1832, une multitude de mécontents. De cette manière, Aix-les-Bains s'était trouvé le rendez-vous de l'aristocratie de noblesse, mais également de l'aristocratie d'argent. Le lendemain de mon arrivée, dit-il, je fus réveillé par le bruit que l'on faisait sous la fenêtre. Une 30aine de voix poussaient mon nom au second étage de toute la force de leurs poumons. Je sautai en bas du lit, croyant le feu à la maison, et je courus à la fenêtre. 30 ou 40 ânes, enfourchés par autant de cavaliers, tenaient sur 2 lignes toute la largeur de la place. Partons avec lui, à dos d'âne. Avec grand plaisir. Nous partîmes suivis chacun d'un gamin qui piquait avec une épingle la croupe de nos ânes. 10 minutes après, nous étions au lac du Bourget. Seulement, nous étions partis au nombre de 35 et nous étions 12 à l'arrivée. Comment cela est-il possible ? Tout simplement, 15 étaient tombés en route. Les 8 autres n'avaient jamais pu faire prendre à leur bête une autre allure que le pas. Étonnant. Quant au mien, il allait comme le cheval de Persée. C'est vraiment une merveille que les lacs de Savoie, nous dit Dumas, avec leurs eaux bleues et transparentes qui laissaient voir le fond à 80 pieds de profondeur. Il faut être arrivé sur leur bord, encore tout pollué comme nous l'étions des bains de notre Seine bourbeuse. Bon, apparemment, c'est plus le cas aujourd'hui. Pour se faire une idée de la volupté avec laquelle nous nous y précipitâmes. Je pense que c'est cet après-midi que la plupart d'entre vous allez vous précipiter pour vous rafraîchir dans les eaux du lac du Bourget. Et peut-être aurez-vous une petite pensée pour Monsieur Dumas. Et alors, on va quitter, on va vous laisser aller prendre le bain dans les eaux du lac. On vous laisse avec les ânes au Grand Port et nous allons partir un peu plus loin à Saint-Innocent, à Brison-Saint-Innocent. Et nous allons y retrouver Guy de Maupassant. Guy de Maupassant a également rendu visite à notre territoire, Guy. Bien entendu. Tout le monde sait que Maupassant est un conteur réaliste et qu'il nous a légué une œuvre d'une lucidité exceptionnelle. Alors Maupassant, lui, arrive à Aix-les-Bains un jour, alors là, c'est un peu plus tard, de juin 1890. Il est au faîte de la gloire, mais il souffre déjà de la terrible maladie nerveuse qui va l'emporter 3 ans plus tard, en 1893. Alors espérait-il trouver la guérison aux eaux d'Aix-les-Bains? C'est possible. C'est fort possible, oui. C'est fort possible. Ses promenades autour du lac l'impressionnent. Et un jour, sur la route de Saint-Innocent, il rencontre un personnage qui est bien connu de nos aïeux, et surtout au 19e siècle, et au début 20e également. Il nous dit « J'irai cet été sur un chemin savoyard qui domine la rive droite du lac du Bourget, et le regard flottant sur cette masse d'eau miroitante et bleue, d'un bleu unique, pâle, enduit de lueurs glissantes par le soleil déclinant, je sentais en mon cœur remuer cette tendresse que j'ai depuis l'enfance pour la surface des lacs, des fleuves et de la mer. Et sur l'autre bord de la vaste plaque liquide si étendue qu'on n'en voyait pas les bouts, l'un se perdant vers le Rhône et l'autre vers le Bourget, s'élevait la haute montagne dentelée comme une crête jusqu'à la dernière cime de la dent du chat. Quelle merveilleuse manière d'exprimer ce que nos auditrices et auditeurs ressentent certainement à chaque fois qu'ils vont vers notre merveilleux lac. Et des 2 côtés de la route, des vignes, courant d'arbres en arbres, étouffaient sous leurs feuilles les branches frêles de leur soutien. Elles se développaient en guirlandes vertes, jaunes et rouges, festonnant d'un tronc à l'autre et tachetées de grappes de raisins noirs. La route était déserte, blanche et poudreuse.
à coup, un homme sorti du bosquet de grands arbres qui enferme le village de Saint-Innocent et pliant sous son fardeau, il venait vers moi appuyé sur une canne. Quand il fut près de moi, j'ai reconnu que c'était un colporteur, un de ces marchands ambulants qui vendent par les campagnes de porte en porte de petits objets à bon marché. Voilà pour Guy de Maupassant. Et puis nous allons aller un peu plus loin. Nous allons passer vraiment au bord du lac, sur la route en corniche, pour aller jusqu'à Hautecombe. Voilà, jusqu'à Hautecombe, en compagnie d'Honoré de Balzac. Alors si Dumas est un grand écrivain, un peu épistolaire, voilà. Si Maupassant était un conteur et un nouvelliste réputé, on a un romancier comme Balzac, on parlera de Stendhal aussi après. Balzac qui est vraiment un écrivain, je pense, qui annonçait, je prends ça sur moi, j'en prends la responsabilité peut-être par rapport à tous les puristes qui nous écoutent, mais il me semble quand même que c'est celui qui a introduit un peu le roman moderne. Voilà. Balzac, quand il décida de venir à Aix-les-Bains, cet illustre écrivain avait déjà à son actif beaucoup de romans. Alors il les jetait comme ça les uns sur les autres, on peut dire avec une puissance presque surhumaine de travail, mais aussi d'invention. Alors c'était un gros homme peu leste, à tel point qu'il glissa pendant la route de l'impériale de la voiture sur le marchepied et se fit un trou dans la jambe droite qui enfla. Il arriva ainsi, clopin-clopant, le 27 août, on est revenu en 1832. Merveilleux. Balzac venait d'Angoulême et il était invité à Aix par Madame la Duchesse de Castries. On a vu tout à l'heure qu'effectivement, à cette époque un peu troublée, et puis il y avait le choléra, et donc, bon voilà, l'aristocratie de noblesse s'était en partie réfugiée à Aix-les-Bains. Ici, disait-il, je suis venu chercher beaucoup parce que je vois une personne gracieuse, aimable, peu parce que je n'en serais jamais aimé. C'est le type le plus fin de la femme. On comprend mieux pourquoi la duchesse de Castries l'avait invité. La blessure de sa jambe fut quand même longue à guérir et Balzac dut demeurer des jours sans bouger. Et il a consacré tout ce temps à rédiger d'abord son roman La Bataille et puis à esquisser voilà le contour du marquis de Carabas. 2 livres qu'il n'acheva pas. Mais c'est pendant une excursion à la Grande Chartreuse que lui vint l'idée du médecin de campagne qu'il écrivit, selon lui, en 3 jours et 3 nuits. Bien qu'il fût rédigé en partie à Aix, ce n'est pas ce chef-d'œuvre qui contient la belle description du lac du Bourget souvent citée, car elle se trouve dans La peau de chagrin, qui a été publiée 1 an avant, en 1831. Je vous lirai un passage de cette description. Je crois que ça le mérite vraiment. On peut vraisemblablement le lire peut-être après une pause musicale, ou peut-être vais-je la lire avant. Et puis on partira à nouveau en balade après cette pause musicale. Donc Balzac, voilà ce qu'il nous dit. Le lac du Bourget est une vaste coupe de montagne tout ébréchée où brille, à 700 ou 800 pieds au-dessous de la Méditerranée, une goutte d'eau bleue comme ne l'est aucune eau dans le monde. Vu du haut de la dent du chat, on y revient. Ce lac est là comme une turquoise égarée. Beaucoup ont pu se rendre compte ces derniers jours que le lac est passé de l'émeraude à la turquoise. Absolument. C'était déjà vrai au 19e. Cette jolie goutte d'eau à 9 lieues de contour est dans certains endroits près de 500 pieds de profondeur. Être là, imagine-toi tous les deux. Hein, peut-être qu'on pourrait emmener Jean-Pierre aussi dans la barque. Voilà.
Imagine qu'être là dans une barque, au milieu de cette nappe, par un beau ciel, comme aujourd'hui, n'entendre que le bruit des rames, ne voir à l'horizon que des montagnes nuageuses, admirer les neiges étincelantes de la Maurienne française, passer tour à tour des blocs de granit, vêtus de velours par des fougères ou par des arbustes nains, à de riantes collines. D'un côté le désert, de l'autre une riche nature. Un pauvre assistant au dîner d'un riche. Ces harmonies et ces discordances composent un spectacle où tout est grand et où tout est petit. Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1. et en DAB. Vibration culturelle à la rencontre des arts et de la culture sur Radio Grand Lac. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes toujours sur Radio Grand Lac dans cette toute première émission intitulée Vibration culturelle, en compagnie de mon ami Guy Rosset qui nous a déjà emportés dans une merveilleuse promenade poétique avec les plus grands auteurs de notre littérature française. Guy, nous sommes maintenant à l'abbaye d'Hautecombe et nous allons partir à la découverte d'un autre ou d'une autre écrivaine. Oui, en compagnie de George Sand. Alors nous n'allons pas rester plus longtemps à Hautecombe et nous allons aller sur Bordeaux. Tu sais sans doute que l'an prochain, nous fêterons les 150 ans, nous commémorerons les 150 ans de la disparition de cet écrivaine majeure de la littérature française. Alors, elle fut longtemps l'une des plus mal connues, mais je voudrais un peu la réhabiliter. Elle n'était pas la dévergondée parce que la bourgeoisie de l'époque la traitait de dévergondée. Certains auteurs lui reprochaient d'être une garce. Alors je mets ces mots dévergondée et garce bien sûr entre guillemets. Certains auteurs, c'est vrai, lui reprochaient d'être une garce parce que Chopin, Liszt, alors ça je le dis pour toi, spécialiste de la musique, Chopin et Liszt, grand pianiste, compositeur, mais aussi Musset, le côté littérature. On aurait pu parler de Delacroix aussi pour la peinture, mais il a moins souffert que les trois autres parce que ils furent vraiment très démolis par leur liaison avec George Sand. Mais est-ce que George Sand n'était pas tout simplement un peu en avance sur son temps ? Elle était en avance. Alors, elle aussi, elle a beaucoup souffert de ces. Alors, c'est vrai qu'on est à l'époque romantique, mais elle a beaucoup souffert aussi de ses liaisons. C'était une femme extrêmement entière. Je pense que sur le domaine des arts et de la littérature, c'était une rebelle. Ça s'était mal passé avec son mari, Jules Sandeau. Elle avait besoin d'être indépendante. Elle était féministe, elle s'habillait en garçon. C'est vrai qu'elle était assez provocatrice. Bien si sûr. on ramène ça à son époque. Voilà. Donc certains lui ont reproché, mais je pense que par ses écrits, elle avait de toute façon le soutien de ceux qui font vivre un auteur, ou qui font vivre un musicien, ou qui font vivre tout un artiste. C'est ceux qui écoutent ou qui regardent, ou qui lisent. Et qui l'avaient réellement reconnu. Voilà. Bon, c'était pas non plus la sainte laïque, ou l'auteur de romans bucoliques qui a voulu faire d'elle une certaine imagerie bien pensante, qui est avide de récupération. Ça, c'est toujours d'actualité, voilà. Bien sûr, Imagerie absolument. bien pensante, avide de récupération. On peut trouver des cas tout à fait actuels. Tout à fait. Non, je crois qu'elle était, comme je te l'ai dit, plus simplement une femme libre. C'était peut-être la première. Je me lance peut-être la première femme libre de l'Occident. Mais revenons au lac, parce que dans ce mouvement romantique qui cultivait le vague à l'âme, surtout avec les poètes, comme Musset ou comme Lamartine, je crois qu'elle fut l'une des rares écrivains réellement positifs. Donc nous sommes toujours au bord du lac, nous sommes à Hautecombe, et puis nous sommes en 1861, et on va passer un peu sur les hauteurs Côte Sauvage pour
retombée sur Bordeaux, puisqu'elle séjourna à Bordeaux, où elle a écrit son roman Mademoiselle la Quintigny, et elle a planté ainsi un décor qui, en le lisant, vous allez forcément le reconnaître, parce que vous l'avez sous les yeux au quotidien. Sophie, tu connais ce beau pays de Savoie ? Bien sûr. Je ne sais pas si tu te rappelles cette localité, tout ce rivage du lac, du côté que ferme à pic la muraille dentelée, appelée la chaîne des Monts du Chat. On y est toujours. Nous avons vu ensemble des plus grands lacs et des plus hautes montagnes. Mais celles-ci ont une élégance qui me charme. Ce beau calcaire se refuse aux teintes sombres de l'humidité et aux souillures pittoresques de la décrépitude. Belle description de notre côte sauvage. Absolument. Alors, elle parle aussi des constructions du chemin de fer. Moi, je parlais de la ligne PLM, des riantes fortifications de l'âge moderne. Les constructions du chemin de fer sur la rive opposée, puisque là on est côte sauvage, donc c'est le chemin de fer qui longe le lac du côté de Brison-Saint-Innocent, qui file sur la Chautagne. Et qu'on a le bonheur d'emprunter régulièrement quand on se rend à Lyon, encore aujourd'hui. Voilà, ces roches, les roches pâles et vives, dit-elle, décorées par des tourelles et des portiques encorbelés à l'entrée et à la sortie de chaque tunnel. La plupart, ils sont encore, ces fameuses tourelles. Et on les voit, on les imagine au travers des mots. C'est fabuleux. Imagine les trains à vapeur. Il y en a, alors à l'époque, évidemment, là je recite George Sand, il y en a, je crois, 8 ou 10 le long du lac qui côtoient la voie ferrée. Bon, il n'y en a plus autant maintenant. Voilà les riantes fortifications de l'âge moderne, et je n'ai pu me refuser à cette réflexion qui me frappait comme une idée saine et rassurante pour l'avenir. C'est que les tours à machicoulis et les monumentales barrières de cette région ne ferment plus la communication entre les peuples, mais qu'elles l'ouvrent au contraire avec les forces souveraines de l'industrie, à travers les flancs compacts des montagnes, obstacle que la nature elle-même semblait avoir voulu poser à l'échange des relations sociales et que l'homme a pu et voulu vaincre. Alors, dans ses romans, Bordeaux s'appelle Turdi. Donc, arrivée à Bordeaux, elle dit qu'elle s'est trouvée tout d'un coup sur la terrasse formée par le vaste sommet du massif carré du vieux château, qui existe toujours, qui a été effectivement rénové. Et de là, on domine tout le lac, long, étroit, sinueux et ressemblant à un large fleuve du Nouveau Monde. C'est vrai lac long, étroit, ressemblant à un large fleuve du Nouveau Monde. C'est vrai que c'est à la fois beau et extrêmement positif. Et en même temps, elle dit, mais ça ne pouvait être un fleuve du Nouveau Monde, puisque seul le lac a cette transparence de saphir et ses miroitements irisés. Magnifique. Nous allons rester sur la côte sauvage, si tu veux bien. Mais avec plaisir, Guy. Alors, imaginons qu'on ne soit pas forcément arrivé par la route, ou à l'époque c'était par un sentier de mulets. On a vu que Dumas était parti avec les ânes tout à l'heure, donc on a peut-être pu prendre un sentier de mulets, où on a pu traverser, on le verra également avec Lamartine, on a pu traverser en barque pour aller de l'autre côté. Il y en a encore qui le font pour aller se baigner, pour être tranquille, un petit peu comme ça, sous les feuillages des frondaisons de la côte sauvage. Et nous allons partir effectivement de Bordeaux pour aller un peu vers le Bourget, mais avant, on va parler d'Henri Belle. Henri Belle, tout le monde le connaît sous son nom de romancier, Stendhal. Alors, lui aussi, comme Balzac, Stendhal, c'est vraiment un inventeur prodigieux du roman moderne. Voilà, c'est un personnage d'ombre et de lumière, Stendhal, qui est passionné de vérité, mais qui est aussi faiseur de mystère. Alors, s'il a souvent parcouru la Savoie, il a traversé le lac. Alors, il nous le dit, un jour où il faisait un vent ridicule pour une aussi petite mer. Bon.
alors on pourrait quand même le prendre un petit peu mal, mais il ajoute que les montagnes servent de perspective et sont tout à fait déboisées. Alors là, on peut dire, c'est vrai que depuis quelque temps, avec la Pyrale du Buis, la côte sauvage s'est trouvée momentanément déboisée. Mais enfin, tout ça est réparé. Il y a seulement quelques arbres, nous dit-il, autour de l'abbaye. Ah, on est revenu sur Hautecombe, oui. Tout à fait. Oui, situé dans une plaine de 200 pas de large au pied des rochers. Alors, il y a 12 moines cloîtrés qui ont pour abbé un petit bossu, plein d'esprit et fort aimable. Bon, alors ça partait mal pour ce brave abbé, mais bon, heureusement qu'il n'est plus là ni pour entendre ni pour lire ça, mais il est quand même fort aimable. Et sur cette côte est, c'est là qu'il a quand même situé une de ses nouvelles, Mina de Wangel, avec cette description aussi étonnante. Alors, imaginons le lac de nuit, parce que, évidemment, je vous dis, vous le voyez tous les jours, ce lac. Évidemment, on le voit plus facilement de jour. Et là, c'est une description de nuit. Tout aussi magique. Imagine-nous, tous les deux, je ne sais pas si on aura forcément emmené Jean-Pierre tous les jours sur la barque, mais imagine-nous tous les deux sur cette barque, sur la côte sauvage, juste avec un petit lampion et le clair de lune. Et une petite brise pour accompagner la douceur du soir. La lune se leva derrière la montagne. Son disque brillant se réfléchissait dans les eaux du lac, doucement agité par une brise du nord. De grands nuages blancs, à forme bizarre, passaient rapidement devant la lune et nous semblaient comme des géants immenses. Voilà pour Stendhal. Merveilleux. Nous allons maintenant continuer notre promenade, Guy. Comme nous sommes sur le Bourget, Bordeaux, nous sommes vraiment au pied de la Dent du Chat. Côté lac, c'est là qu'on la voit vraiment très pointue. Mais on ne peut, la Dent du Chat, elle n'est pas comme au théâtre, elle n'a pas qu'un décor avec une face et puis derrière il y a rien. Et voilà, c'est la Dent du Chat, c'est pas un décor en carton-pâte. C'est une merveilleuse montagne qui change d'aspect et aussi de sensibilité selon l'angle sous lequel on veut bien la regarder. Alors, on va passer de l'autre côté. On abandonne le lac, on passe de l'autre côté de la Dent du Chat, qui est liée effectivement au lac et aussi à ses légendes. Et on retrouve Charles Dullin. Vous ne pouvez pas passer Charles Dullin sous silence quand même. Absolument. Voilà. Alors il est moins 19e, mais il est quand même né au 19e. Et si elle est inséparable du lac, cette Dent du Chat, elle est mentionnée par tous les auteurs, mais eux ne l'ont vue que du côté est, comme on vient de l'expliquer, de le lire, de le découvrir. Donc, on a traversé la montagne, et puis à Yenne, nous trouvons Charles Dullin, qui est un illustre comédien, metteur en scène, illustre comédien savoyard, metteur en scène. Il est né à Yenne. Et directeur de théâtre, directeur de compagnie, fondateur du théâtre de l'Atelier. Et voici comment il décrit dans ses souvenirs, non pas le lac, mais la Dent du Chat, côté ouest, de l'autre côté du décor. Je suis né dans un manoir, sous une montagne qui a 3 aiguilles en forme de dents. Celle de droite est une grosse molaire, celle de gauche une canine très usée, celle du milieu est une dent pointue qui se détache, menaçante, comme si elle voulait mordre dans les nuages. Elle règle la vie de la contrée, elle donne l'heure, elle annonce les orages, tantôt elle se rapproche de nous, tantôt elle s'éloigne, elle est vivante, elle est mystérieuse. On l'appelle la Dent du Chat. Je pense que nos auditrices et auditeurs ne vont plus jamais regarder la Dent du Chat de la même manière désormais. Il faudrait qu'on puisse écrire un opéra sur le lac et la Dent du Chat. Alors, je pense à un autre qui a fréquenté la Savoie, mais c'était au 18e, c'était Rousseau.
Rousseau, les Charmettes et Rousseau. Alors je sors un petit peu de la littérature, encore pas trop, parce que Rousseau, voilà. Rousseau, les Charmettes, mais il était aussi musicien. Il avait écrit on pourrait appeler ça un opéra champêtre. Je sais pas si ça se dit, un opéra champêtre. En tout cas, ça sonne très bien. Un opéra bucolique, je sais pas comment, qui s'appelle Le Devin du village. Voilà, alors je vais pas vous chanter le grand air. Mais tu peux nous en dire un peu plus. De Colin, le personnage principal, mais voilà, comme il l'a écrit, lui, voilà, et son passage en Savoie, il a quand même beaucoup herborisé. Et ça l'a inspiré pour ce devin du village. Nous chante, allons danser, allons chanter sous les ormeaux, allons danser belle fillette, allons danser sous les ormeaux, messieurs sortez vos chalumeaux. Alors chalumeau, c'est la flûte, voilà. Donc peut-être qu'un jour, je ne sais pas si Festival d'Éric monte ça un jour, je ne sais pas si je pourrais chanter, je ne sais pas si je pourrais danser, surtout si c'est dans quelques années, je serais peut-être plus aussi souple. Mais enfin voilà, ça serait amusant. Garde confiance, Guy. J'ai fait une petite digression, voilà. Et puis avant de repartir du pied de la Dent du Chat, alors déjà on va passer, à l'époque il n'y avait pas le tunnel, donc on passait par le col. Donc avant de passer du côté ouest au côté est de la Dent du Chat, de repasser sur le Bourget du Lac, et de passer par le Bourget, la Motte, Monsieur de Vignais, Louis de Vignais, qui est un ami de Lamartine, et voilà, et ça me rappellera un spectacle qu'on avait fait au Bourget qui s'appelait Rendez-vous au Salon littéraire, et on reviendra parler du lac en terminant par Lamartine. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vibration culturelle à la rencontre des arts et de la culture sur Radio Grand Lac. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio Grand Lac. Dans cette toute première émission intitulée Vibration culturelle, nous sommes toujours avec Guy Rosset qui nous fait voyager ce matin autour du lac du Bourget avec les plus grands auteurs et pour notre plus grand bonheur. Guy, nous sommes maintenant en compagnie de Lamartine, c'est ça ? Oui, on ne pouvait pas faire l'impasse d'Alphonse de Lamartine quand on parle du lac du Bourget. Oui. Donc il est temps de rentrer sur Aix, on a fait le tour, et on va partir de Bordeaux, du Bourget du Lac, et en s'éloignant légèrement dans la région de la Motte-Servolex, y habitait Louis de Vignais, qui était un ami que visitait Lamartine. Et donc il le visitait et en même temps voilà, il parlait beaucoup du lac, de littérature. Voilà. Ce devait être passionnant. Et donc on passera aussi, je pense également. Alors certes, on aurait pu en parler à Brison-Saint-Innocent avec la Pointe de l'Ardre et voilà le fameux poème, le lac. On aurait pu, on va parler aussi de quelque part de Tresserve quand même. En revenant sur Aix, on va passer par Tresserve puisque c'est la colline du poète. Lamartine, je dis pas que je l'avais gardé pour la bonne bouche, mais il est plus connu. Bien déjà sûr. Par son poème du lac et je pense que vous avez découvert pour la plupart d'entre vous et toi également Sophie, c'est que d'autres grands écrivains et pas des moindres s'étaient inspirés sinon d'Aix-les-Bains, étaient venus Aix-les-Bains, mais s'étaient aussi beaucoup inspirés, avaient beaucoup médité sur le lac. Alors celui qui médite le plus au 19e, bien entendu, est auteur du recueil, et voilà, de recueils de poésie où il méditait énormément, c'est Lamartine. Nous aurions pu effectivement nous inspirer de descriptions qu'il a faites de rendez-vous avec Elvire. Voilà, sa chère et tendre qu'il venait visiter, qui était mariée avec Monsieur Charles, voilà, qui avait quand même sans doute des cornes, mais Lamartine ne venait pas que pour prendre les eaux à Aix. Je pense qu'il venait aussi essayer d'y retrouver celle qu'il avait rencontrée, c'est-à-dire Elvire. On pourrait par contre s'intéresser à cet épisode célèbre du naufrage.
Un épisode le naufrage d'Elvire qui rentrait, non, mais elle en a réchappé, qui rentrait. Alors elle rentrait de l'abbaye, elle rentrait sur Aix, et ça la prouve que ce lac que l'on vient de décrire comme un lac absolument magnifique, voilà, avec des couleurs passant de l'émeraude au turquoise, est un lac qui, s'il est parfois calme, peut être aussi avoir des fureurs, et comme le disait un auteur célèbre, avoir des fureurs océanes. Voilà. Je pense que c'est intéressant de parler du lac aussi quand il est un peu plus en colère, un peu plus déchaîné, voilà, en colère. Alors cet épisode célèbre du naufrage, Lamartine le décrit ainsi: l'air était tiède encore sur les bords et sur les eaux du lac. La longue allée de peupliers qui mène avait, à midi, des lueurs de soleil, des balancements de rameaux et des murmures de cimes qui m'enchantaient. Je passais une partie de mes journées sur l'eau. Les bateliers me connaissaient. La jeune étrangère s'embarquait aussi quelquefois au milieu du jour pour des courses moins prolongées. On se rend compte qu'il avait noté les habitudes de la jeune étrangère. Les bateliers avaient bien soin de la prévenir. Ils préféraient sa santé et sa vie au salaire de leur journée perdue. Une seule fois, ils se trompèrent. Ils lui avaient promis une traversée, un retour facile pour aller visiter les ruines de l'abbaye de Hautecombe, située sur le bord opposé. Ils avaient à peine franchi les 2/3 de leur route. Les 2/3, c'est déjà très avancé dans le lac, bien sûr, du lac, qu'une rafale de vent sortant des gorges étroites de la vallée du Rhône vint soulever et faire écumer les lames courtes comme une brise que les marins appellent carabinée, qui frappe tout à coup et fait souvent chavirer les embarcations au tournant d'un cap sur la mer. C'est effectivement un phénomène que l'on peut observer régulièrement sur notre beau lac. Attention, par temps orageux. Le petit bateau, sa voile emportée, et soutenu difficilement par le balancier des 2 rames étendues du batelier, dansait comme une coquille de noix sur les vagues toujours grossissantes. Le retour était impossible, et il fallait plus d'une demi-heure de fatigue et de danger avant d'être à l'abri sous l'ombre des hautes falaises de Hautecombe. Le sort m'avait fait embarquer moi-même sur un bateau plus fort, enfin le sort. Je pense qu'il la suivait, sinon des yeux, mais il la suivait en barque, armé de 4 vigoureux rameurs. Il avait tout prévu, ce Lamartine. J'allais visiter Monsieur de Châtillon. Nous étions plus qu'à quelques coups de rame du port, quand mes yeux qui suivaient machinalement, c'est un hasard, là. C'est un pur hasard. Un pur hasard, à perte de vue, le bateau de la jeune malade, s'aperçurent de sa détresse et de la lutte périlleuse que son embarcation soutenait contre le coup de vent. Alors là, attention, courageux et téméraire, nous nous jetâmes en plein lac et en pleine tempête pour voler au secours du bateau en perdition qui disparaissait souvent sous un horizon roulant d'écume. Là, on est vraiment dans le scénario catastrophe. Roulement de tambour. Tempête sur le lac. Quand nous l'atteignîmes, il touchait au bord. Une longue lame le jeta sous nos yeux en sûreté sur le sable, au pied des ruines de l'abbaye. Nous poussâmes un cri de joie. Nous nous précipitâmes dans l'eau pour courir plus vite au bateau et pour porter sur le rivage la malade naufragée. Magnifique. Quelle belle issue. C'est un scénario de film. Voilà, on voit les images. Comme quoi, on n'est pas obligé de mettre en image le poème Le Lac ou un roman comme Raphaël, mais par contre, on pourrait très bien partir du scénario
de ce naufrage sur le lac, de cet épisode qui aurait pu être dramatique. On touche au tragique, hein, là, vraiment, quand on lit cette description de Lamartine. Mais enfin bon, je pense qu'il voulait surtout préciser qu'il était arrivé à temps, voilà, pour sauver pour sa bien-aimée. venir la prendre dans ses bras sur la plage de sable au bout du lac. Et ça me fait penser, alors peut-être, on dit que ce lac peut avoir des fureurs océanes, qui peut être très dangereux. On sait que quand ça arrive comme ça, le vent du nord, alors là, on est revenu au 20e. Hein. Il m'est arrivé de partir faire du pédalo sur le lac. C'est pour ça que j'ai dit attention, un temps d'orage. C'est encore des pédalos qui n'avaient pas les coques en plastique, qui avaient comment on appelle ça, un peu comme les chaises longues, quoi, des toiles. Oui, et qui peut. Et l'ami qui devait venir avec moi n'est pas venu au rendez-vous. Et donc, je me suis dit, maintenant que je suis là, que j'ai payé la location, je suis parti. Un temps magnifique, un peu comme Elvire, et qui partait. Voilà. Alors, moi, j'ai pas embarqué avec mon pédalo sous le regard bienveillant d'Alphonse de Lamartine, mais je suis parti très confiant. Voilà. Alors, c'est un peu dur, hein, d'avancer quand on est tout seul, voilà. Mais le lac s'est transformé, est devenu sombre. En quelques minutes. Et moi, j'avais pas fait les 2 tiers, hein, parce que moi, je suis courageux, mais je suis pas comme Lamartine, j'étais pas téméraire, donc je ne m'éloigne jamais du bord. Mais le vent est arrivé et je n'arrivais pas à revenir parce que les vagues me ramenaient vers les pompiers sont venus chercher. Il y en avait plusieurs comme moi, parce qu'en plus le vent s'engouffrait dans le siège qui n'était pas occupé, et ça faisait un peu comme la voile du bateau. Et ça t'éloignait de voilà. Alors de la j'avais rive. pédalé, je tournais un petit peu en rond, je reculais. Bon, j'ai cru que vraiment. J'en ai jamais refait depuis. Hein. Oh, bah c'est dommage. Ni de la voile ni rien. Je suis jamais reparti. Hein. Voilà. À part sur les grands bateaux de la compagnie du lac, mais voilà. Et voilà, oui, notre beau lac, je voulais juste raconter cette petite anecdote. Si l'on me le permet, si tu me le permets, Sophie, on pourrait en rester là pour le 19e. Je pense qu'il y a aussi un auteur, alors lui, il est né début 20e, hein, parce qu'il est né en 1907 et il est mort jeune en 1951. C'est Maxence van der Merch. Alors, on pourrait terminer notre tour du lac, je sais pas, avec un écrivain plus contemporain. Bien sûr, voilà. Avec grand plaisir. Maxence van der Merch, lui, naquit donc en 1907 à Roubaix. Et durant sa courte existence, puisqu'il est mort au Touquet en 1951, il publia des romans qui ont marqué la première moitié du 20e. Et s'il a su dans ses romans, bien sûr, suggérer la calme poésie de la Flandre, il a su lui aussi, et précisément dans un de ses romans célèbres, Corps et âme, un peu comme nous, quand on fait notre émission Vibration culturelle, hein, nous sommes corps et âme dans cette émission. Je confirme. Bien. J'espère que ça sera retenu et reconnu par la direction de Radio Grand Lac, voilà, que nous faisons cette émission corps et âme. Il a su saisir la poésie que dégage le lac. Alors, voilà ce qu'ils ont dit. Le lac du Bourget, désert, solitaire et silencieux, enchâssé dans sa couronne de montagnes, offrait, dans la clarté de l'aurore, son immense coupe lumineuse, sa magie de lumière bleue, comme Radio Grand Lac, la lumière bleue, vaporeuse, fondue, où l'azur de l'eau, des montagnes et du ciel se mêlait, se nuançait de violet léger le long de la muraille sombre de la Dent du Chat, on y revient, d'or pâle et d'argent au loin, vers Chambéry, là où le soleil naissait parmi les jeux de nuages, glissait ses larges jets obliques parmi les brouillards de l'aube, attiédis et dilatés, ténus, fragiles, flottants et diaphanes, comme d'impalpables gaz, de féeriques écharpes transparentes et bleuâtres éparses sur les eaux. On pourrait même faire ce texte en dictée, moi qui adorais les dictées, hein, sur l'orthographe. Ça, c'est magnifiquement écrit. Du mur à pic de la Dent du Chat,
sur ce bouillonnement de vapeur pastel, turquoise et azurine, on retrouve cette belle couleur. Voilà, ça et là, lente, miraculeusement suspendue et hésitante sur l'extrême rebord de la montagne, une grosse balle de brume blanche compacte, comme une avalanche de neige, retenue là-haut par on ne savait quoi. Magnifique. D'autres nuées, plus bas, déjà raccrochées au passage par un sapin, un enrochement, une touffe de broussailles, restaient là, déchiquetées, effilochées, perdant des flocons de leur laine. Une lumière caressait les hauteurs, découvrait là-bas au flanc de la montagne une clairière étroite et penchée, un pan d'herbage très vert incliné sur l'abîme. Si ça vous donne pas envie, si vous n'habitez pas au bord du lac, si vous n'êtes pas très loin, mais si vous n'avez pas envie de passer un week-end au bord du lac, alors c'est à désespérer de tous ces textes magnifiques que nous faisons découvrir aujourd'hui. Près de la voie ferrée, une eau couleur d'aigle marine passait en vaguelettes sur le fond blanc des galets et des cailloux. Couchaient les herbes aquatiques, venaient mourir en vagues douces jusque sous les roues des wagons. Il n'y avait personne sur le lac. D'ailleurs, beaucoup qui viennent en train et qui arrivent le long, qui arrivent de la Chotane et qui découvrent le lac comme ça. Ils ont vraiment l'impression. Alors après, il y a les tunnels, ce passage de tunnel, et puis on voit le lac, puis tunnel, puis on voit le lac, et puis on fait toute la baie de Grésine, et puis toute la pointe de l'Arve, et on arrive sur le Grand Port. C'est certains qui découvrent le lac. Moi, je vois avec la Biennale Charles Dullin, ceux qui arrivent en train et qui découvrent pour la première fois, disent il y a une émotion qui se dégage. Alors nous, on s'en rend plus compte quand on passe en voiture ou à pied, et on le fait un peu moins souvent en train, mais je comprends que ceux qui arrivent en train aient cette émotion que connaissait déjà Maxence van der Merch au début du XXe. Et c'est vrai que pour nos auditrices et auditeurs, le voyage en train est toujours... alors bien sûr, on le connaît, mais on le redécouvre à chaque fois, avec ses couleurs, avec ses vibrations différentes, c'est magnifique. Et je terminerai toujours avec Maxence van der Merch. Le lac du Bourget s'étalait, vierge et sauvage, dans la solitude inviolée et splendide du tôt matin. En approchant d'Aix seulement, j'aperçus très loin une barque à voile blanche, grand oiseau lent, presque immobile, glissant vers Hautecombe dans une longue ride silencieuse. Merci beaucoup Guy pour cette magnifique promenade à la rencontre du lac du Bourget dans toute sa grandeur poétique et avec tous ces magnifiques auteurs. Merci beaucoup à toi. Et merci à toi de m'avoir accompagné, et puis salut amical à Jean-Pierre qui était à la technique. Que ferions-nous sans lui ? Vous avez vu, dit avec avec l'intonation. Le souffle, merci Jean-Pierre. C'est le souffle comme la brise légère qui arrive du nord. Cette émission, chère Sophie, a été préparée avec la collaboration de l'association Amélie Gex, que nous remercions pour nous avoir aussi prêté un certain nombre de textes avec lesquels nous avons pu bâtir cette émission. Et d'ouvrages, oui, bien sûr. Merci. J'ai aussi un souvenir et un des premiers hommages que je fais à ceux qui se rappelleront de lui, Jean Nonglaton, parce qu'il a été le fondateur de cette association Amélie Gex, comme Charles Dullin d'ailleurs, et qu'on lui doit d'avoir aussi beaucoup bien écrit et d'avoir gardé des très beaux textes. J'espère que vous avez pu et que tu as pu cheminer avec moi autour du lac sans trop de courbatures. Ce fut un grand bonheur. Tu as vu que nous sommes partis à Dodane, nous avons continué en barque, nous avons fait un peu de marche à pied et nous sommes revenus en train. Voilà. C'est mieux qu'un trail, tout ça. C'est mieux qu'un triathlon. Je vous donne rendez-vous, Sophie, mais c'est toi qui peux en parler, pour un prochain numéro de Vibration culturelle. Je crois que ce sera le vendredi 19 juillet. 11 juillet. Le 11 juillet, que dis-je 19, mon Dieu, non. Rendez-vous le 11 juillet, avant que vous partiez en vacances, à 11h, en compagnie de toi, Sophie. Est-ce qu'on sait un petit peu ce dont tu vas nous parler ? Et j'aurai le grand bonheur d'être en compagnie
compagnie de Sandra et Jean-Pierre pour la présentation du Festival lyrique d'Aix-les-Bains avec en présence de la directrice artistique Estelle Danvers et peut-être d'un autre invité surprise. Voilà, ce sera... Quelle chance, nous avons hâte de savoir qui c'est. En tout cas, bon week-end Sophie, bon week-end à tous et restez au frais. Le mieux, c'est d'écouter Grand Lac. Bien sûr, bonsoir, bonne journée Guy, à bientôt. En tongs, en maillot ou en terrasse, Radio Grand Lac vous suit partout.